Alors, bonjour Pierre-Luc. Oui, bonjour Yannick. Tu t'intéresses depuis un bon bout de temps à une branche alternative de la psychologie, comme tu dis, et tu fais beaucoup d'études là-dessus. Alors, je suis heureux que tu m'interviewes aujourd'hui et les gens qui sont intéressés à te contacter, ils n'ont qu'à voir en dessous de la vidéo le lien pour te rejoindre. Alors, on y va sur quoi tu m'interviews. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de la parole. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par la parole? Nous parlons souvent de... Tu sais, il y a plusieurs formes de parole. Il y a les jasettes qu'on a entre amis, des petites causettes, il y a une parole qui permet d'affirmer son point de vue. Moi, la parole qui m'intéresse de parler avec toi aujourd'hui, c'est une parole qui pourrait servir de véhicule à l'apprentissage. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? De véhicule à l'apprentissage, oui. De véhicule au développement mental, oui. Je dis mental au sens du supramental. Donc, c'est même plus que qui pourrait servir à, c'est qui doit servir à. C'est-à-dire que le fondement du développement de l'esprit au niveau pardon, et sur la parole, ce que les gens appellent le verbe aussi. Évidemment, la parole dont il est question, c'est une parole non réfléchie, en puissance, et qui fait vibrer ce qu'on appelle derrière la glotte, là, dans le centre de la gorge. Alors, curieusement, on peut le comprendre comme ça et même le dépister comme ça quand vous commencez à parler supramental, en puissance, la parole dite cosmique ou de la sixième race. Quand vous commencez à parler, là, vous sentez très bien que la gorge presque dans le petit creux, en bas de la, pour les hommes, en bas de la pomme d'Adam, il y a un petit creux dans le, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est là que ça vibre, juste en bas de la pomme d'Adam. Alors ça, c'est le centre énergétique non seulement qui se développe, mais qui est nécessaire à la créativité, à l'expression supramentale. Est-ce que ça se comprend un peu? Oui, c'est intéressant, mais moi, ce qui me vient, c'est Oui. que probablement des gens à la maison qui arrivent dans la conscience puis qui se disent ouais, mais moi, j'ai pas envie de parler, moi, je ressens pas le besoin de parler, puis même qui vont tenter de parler pour faire comme les supramentaux ou pour faire comme les gens qui se conscientisent, mais qui n'en ont pas la vibration. Qu'est-ce qu'on aurait à dire à ces personnes-là? Alors, on aurait à dire à cette personne-là, si vous n'avez pas besoin de parler, vous n'êtes pas dans le supramental, vous êtes dans le, je ne le dis pas d'une façon négative, vous êtes dans le silence spirituel, qui est une phase intéressante à passer. Puisque si on doit faire un stage spirituel pendant une ou plusieurs incarnations, c'est qu'éventuellement on était trop dispersé, trop perturbé dans les activités de la matière, dans les préoccupations de toutes sortes, les attaques de pensée et tout. Alors on a eu besoin, pendant un certain temps, une ou plusieurs incarnations, de pratiquer le silence, le recueillement, la centration sur soi. C'est pas que c'est pas bon, c'est que vous entrez, si vous êtes des personnes qui entrent dans le supramental volontairement ou non, vous allez automatiquement avoir besoin de parler. Si vous ne le ressentez pas maintenant, c'est que le temps n'est pas venu. La parole et je veux dire les hauteurs, les fréquences supramentales et la parole vont ensemble. Ce qui va avec les fréquences supramentales, c'est la création. La création la meilleure pour développer le supramental, la création incontournable pour développer le supramental, c'est la parole ou appelez-le le verbe. Parce qu'on commence à faire des distinctions avec des paroles qui sont des pièges ou des pertes d'énergie inutiles, puis une parole créative. Qu'est-ce que c'est une parole créative? C'est une parole qui fait résonner quelque chose. R et accent aigu, résonner. C'est une parole qui, en faisant résonner quelque chose chez soi ou chez d'autres personnes, puis éventuellement plus tard dans le cosmos, va créer un changement, va apporter un changement ou tout simplement une nouvelle naissance à quelque chose. OK. Maintenant, on va y aller avec quelques petites données scientifiques que j'ai par ici. Nous avons, la parole met en valeur plusieurs phénomènes. On aurait le phénomène du son.
qui se déplace à une certaine vitesse, puis le phénomène de la lumière qui se déplace à une autre certaine vitesse. Nous savons ici que la vitesse du son est plus lente que celle de la lumière. Donc, ceci veut dire que la lumière ne déplace pas le son, mais que le son ne déplace pas la lumière, mais que c'est la lumière qui déplace le son. Est-ce qu'on pourrait dire que, dans le fond, la parole permet à notre lumière de se ralentir suffisamment pour qu'on puisse la voir? C'est intéressant. Je ne l'avais pas vu comme ça. Ça permet beaucoup de choses. La parole, c'est le prélude à l'utilisation scientifique du son dans des univers autres que celui de la planète, dans des univers moins denses. Sur la planète, la lumière va plus vite que le son à cause de la densité, bon, la résistance de l'air et un paquet de choses. Mais une fois dépassé cette densité-là, parce qu'un jour on sera dans une, comment on appellerait ça, dans une fluidité très différente, le son va dépasser la vitesse de la lumière. La capacité de la parole, oui, c'est ce qu'on dit, c'est pas le son physique tel qu'on l'entend. C'est la capacité de la parole va dépasser celle de la lumière. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Alors, ce qu'on fait ici, au niveau de la parole sur la planète, c'est une préparation dans l'esprit à utiliser le son et à saisir les finesses et les nuances du son pour construire pas nécessairement sur la planète ici. J'ai un contact ici qui me dit que la parole sert aussi de véhicule à plusieurs plans d'énergie. Exact. Est-ce que vous pourriez me parler plus de ces plans d'énergie, puis de comment la parole peut servir de véhicule à ces plans? Ça, je ne peux pas te répondre à ça. Et j'aime mieux pas le faire aussi, parce que je ne veux pas aller trop haut sur les plans. De toute façon, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je ne veux pas aller trop haut pour ne pas sacraliser, disons, ou amener les gens sur des trop... Comment dire? C'est facile pour les gens de les amener à penser à des plans supérieurs. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je vais laisser ce qu'on appelle le débat à un niveau physique, à un niveau planétaire, à un niveau de ce qui peut être fait dans la vie de tous les jours. Les gens que je rencontre en coaching, je les amène, sauf résistance majeure, parce que le temps ne serait pas venu, mais je les amène presque toujours vers une forme de parole, maintenant, sans penser à ce qu'il y aura dans 1000 ans pour cette personne-là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Est-ce que tu commences à parler, comme je prends ton exemple? Oui, tu parles. C'est très intéressant. Et les gens que je rencontre, je les amène à la parole de maintenant. Et je veux pas, je pourrais peut-être pas le savoir non plus, mais je veux même pas aller voir qu'est-ce que ça va permettre dans 500 ans ou dans 5000 ans. Tu comprends? Je veux pas déplacer le débat dans ces hauteurs-là. Je veux les regarder au quotidien. OK, ben, on va prendre un exemple un peu plus concret. Exemple, quelqu'un commence dans sa parole, puis quand il commence à parler, il sent une sorte d'énergie qui descend en lui, puis ça le débalance dans ses repères. Il se sent comme envoûté par une certaine énergie. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est ça, puis comment qu'on peut gérer ça? Oui, ben, c'est facile d'être envoûté parce qu'il y a une puissance là-dedans et la hauteur de la fréquence nous fait changer d'univers, on va le dire comme ça. On change d'univers, mais vibratoirement. On ne voit pas nécessairement des images ou des couleurs ou tout ça. Certains en voient, d'autres pas. C'est pas le but. Le but, c'est de faire vibrer, pardon, ici on faisait faire vibrer les cordes vocales et ça le fait tellement bien. C'est un peu comme être dans la joie, par exemple, d'avoir accompli quelque chose. C'est pas toujours de la joie que ça produit. Je donne des exemples. Et c'est un peu comme, dans certains cas, c'est un peu comme une drogue. Pas nécessairement une drogue dure, mais ça descend. Dans les premiers temps, ça descend parce que ça bouscule la vibration habituelle. Un peu comme si on avait le vertige, par exemple. Un vertige qui peut devenir très complaisant. Là, on est rendu dans les pièges. Le vertige peut être uniquement vertige, puis on se dit qu'on va s'habituer, mais il peut être très complaisant pour le moi. C'est-à-dire il peut devenir quelque chose d'agréable à réaliser, une sorte d'orgueil, si on veut. L'orgueil de la parole. Ça, c'est parmi les choses à faire attention. Mais qu'il y ait une forme ou l'autre de débalancement en commençant à parler, à bien parler. Bien parler, pas selon la bienséance, à parler avec la puissance requise, ça change quelque chose, même dans les 7 centres éventuellement, les 7 centres d'énergie.
Il y a quelque chose qui, à la longue, c'est pour ça qu'on dit que la parole développe. Elle crée quelque chose de très puissant. Et en général, c'est, pour la plupart des gens, je le dis comme ça, on me dit pour tout le monde, d'accord, alors à la longue, c'est plus puissant que l'image. Le verbe est plus puissant que l'image, à la longue en tout cas. Il y a des gens qui sont très bien équipés au niveau de l'image. Ils peuvent voir pratiquement en 8 dimensions. Ben, je veux dire, des architectes, par exemple, ou des artistes visuels sont très doués là-dedans. Mais pour aller dans le supramental, l'image n'est pas suffisante. L'image même est un piège. Pourquoi? Parce que l'image est le véhicule principal des sphères astrales. C'est-à-dire, c'est plus facile pour les sphères astrales d'entrer dans une personne par l'image que par le son de l'esprit. Voilà. OK. Je vais rajouter quelques éléments. On entend souvent parler dans le contexte supramental de la colère puis de la parole. Moi, c'est ces deux éléments que j'ai retenus le plus. Je vois beaucoup de gens dans la suprasphère, qu'on pourrait appeler comme ça, utiliser leur parole puis leur colère sur autrui. Comment la colère et la parole peuvent être utilisées? Moi, j'entends souvent parler de colère envers l'invisible puis de parole envers l'invisible. Comment on peut conjuguer ces deux éléments-là de façon intelligente? Conjuguer quoi? Répète-moi. C'est-à-dire conjuguer colère et parole, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, comment on fait pour conjuguer notre verbe, là? Oui, un petit comique, là. Conjuguer les verbes, c'est impératif que je te réponde, là. OK. C'est drôle, c'est intéressant de pouvoir utiliser l'humour aussi. Alors, la colère, elle est là pour débloquer. On va se concentrer sur la gorge. Elle peut débloquer d'autres centres. Elle est faite pour débloquer l'esprit qui passe à travers la parole. Sinon, la gorge est obstruée par la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de déranger, la peur de blesser, la peur, mon Dieu, de quoi? La gorge est serrée par la peur. D'accord? Et le manque d'habitude pour plusieurs personnes. Il y a des personnes qui parlent à tort et à travers. Et ils peuvent parler avec puissance, mais cette puissance-là est une puissance d'inconscience et de domination. D'accord? La colère qui vient directement de façon inspirée et naturelle, elle a tendance à faire sauter toutes les réticences qu'une personne peut avoir par son éducation, de par ses parents, de par sa morale culturelle, et là, de par tout le psychologique aussi que je viens d'énumérer avant, là, la peur de se tromper, la peur. Alors, la colère, elle sert à ça. Un truc, c'est-à-dire un paramètre qui a été enseigné par Bernard, c'est de ne jamais déverser la colère pendant qu'on est en apprentissage, de ne jamais déverser la colère sur un être humain. De toujours l'orienter vers les forces. Représentez-les-vous comme vous voulez, mais c'est vers les forces, vers les plans que votre colère doit s'exécuter. Parce que aussi, c'est que ces plans-là sont capables de recevoir la colère sans être brisés par la psychologie humaine. Et tandis qu'un être humain à qui vous adressez votre colère, ça devient facilement un jeu de domination. Vous avez un rebound, un retour qui peut être karmique pour d'autres incarnations ou qui va être dans votre vie. C'est pas de dire si vous faites le mal, vous allez être puni par le bon Dieu. Mais il y a un retour énergétique à blesser quelqu'un, même un animal, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour développer la colère de la parole. Parce que le mot colère, en même temps, c'est une image qui va évoquer la puissance. Une personne qui n'a jamais été en puissance dans sa vie, elle ne sait pas c'est quoi la puissance. Alors, on lui dit, quand ça va avoir un mouvement de colère, même ça, elle n'a jamais eu, thérapeutiquement, je veux dire, on s'organise pour aller chercher de la colère dans la personne, parce qu'il y en a toujours, et cette colère-là se transforme en parole de plus en plus ajustée, intelligente. On passe par la colère, mais ce n'est pas une fin en soi. On passe par la colère pour arriver à la puissance. Voilà.
Autrement dit, c'est plus avoir une autorité par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous que d'avoir de l'autorité sur les autres ou d'avoir une parole qui veut montrer aux autres qu'on a raison ou qu'on raisonne, même si on ne raisonne pas tant que ça, si on a besoin de montrer, selon moi. Là où je voulais en venir, par exemple, avec la colère qui est intéressante, c'est on parle de parole, mais j'ai vu souvent que dans le supramental, la forme n'est pas très importante. C'est-à-dire que est-ce que la parole peut permettre d'activer des centres simplement par le cri? Par le quoi? Par le cri. Ah, le cri, oui, bien sûr. Oui, oui, il y a des techniques, là, même chez les Japonais. Il y a une technique de combat qui s'appelle, je pense, le Ki-Ai. Ouais. Et je ne veux pas faire trop le savant là, sur les japonaiseries, pardon. Non, non. C'est que j'ai déjà fait des arts martiaux, mais il y a d'autres techniques aussi qui existent. Et c'est très intéressant, le cri. Il faut faire attention pour ne pas se briser les structures, là, les structures de la gorge. Ouais. Mais ben, oui, ben, il y a des gens qui partent sur une chire, comme on dit au Québec, là, sur une chire avec n'importe quoi. Vous partez avec le cri, vous pourriez éventuellement, sans le savoir, endommager certaines parties du cerveau ou de la gorge. Donc, c'est une réserve que je mets là-dessus, mais le cri, c'est très intéressant. Et ça aide à ouvrir la gorge. C'est une transition. Le cri, c'est une transition. Vous ne passerez pas votre éternité à crier, d'accord? Mais vous allez passer votre éternité à créer par le verbe. Le verbe ne passera pas nécessairement par une gorge. Je dis une gorge parce que est-ce qu'on aura un corps physique pour avoir... Bon, le verbe, il passera par ce qu'on appelle aujourd'hui l'intention. Okay. Maintenant, on parle de parler. Fait que moi, je me rends compte qu'il y a des gens, que ce soit des philosophes, que ce soit des thérapeutes, des gens qui ont parlé toute leur vie. Puis des gens, puis quand tu vois ces gens-là, c'est des gens qui ont parlé beaucoup de la même chose, puis qui ont parlé beaucoup de... mais tu ne vois pas nécessairement que ces gens-là, ils sont dans leur conscience parce qu'ils ont parlé toute leur vie. Qu'est-ce qui ferait en sorte que cette parole-là devient... Attends, j'ai un contact ici qui me dit créative. Exactement. Bon, cette parole-là créative, elle vient avec un certain niveau de conscience. Elle vient avec quoi, le mot c'est quoi? Une neutralisation de l'âme et des mémoires, parce que beaucoup de gens parlent, peuvent parler très bien, mais c'est appuyé sur la mémoire. Donc, il y a des structures dans le cerveau qui doivent avoir préalablement été activées pour que la parole soit, comme tu dis, créative. Et c'est pas tout le monde qui est rendu là, c'est pas une question de comparaison. Et je ne perçois pas le mystère de ça, mais il y a des gens qui sont prédisposés maintenant, ou marqués ou programmés, maintenant à passer à une parole créative, et d'autres, ça sera pour un peu plus tard. Et je ne peux pas te dire le joint fait, entre qu'est-ce qui fait que des gens... il y a un facteur qui est le fait que les gens n'ont pas dépassé la peur de dire des choses qui n'ont jamais été dites. Parce que si on regarde même des personnes très, très avancées qui ont parlé ou qui parlent encore, Internet, il y en a des tonnes maintenant sur Internet, et il y en a des très intéressants. Mais pour que ces paroles-là vibrent, elles doivent dépasser l'âme et elles doivent dépasser la mémoire. C'est intéressant, ça. Parce que moi, là, je vais parler pour mon expérience personnelle un peu plus. Moi, ce que je me rends compte souvent dans ma parole, c'est que je fais souvent face à ce sentiment de devoir de dire des choses, ou cette peur plutôt de dire des choses qui ne sont pas vraies, ou dire des choses qui sont un peu, ou qui ne sont pas basées sur grand-chose. Mais ouais, ça c'est un défi. Oui, je comprends très bien. Ça dit des choses qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire qui ne sont pas prouvées comme vraies. C'est-à-dire qui ne font pas partie du vrai officiel, du vrai traditionnel, du vrai formel. D'accord? Et ça, c'est un défi, parce qu'il y a une autre petite voix qui cherche à percer, à dire, es-tu vraiment sûr de ce que tu dis? Est-ce que ça a vraiment du bon sens, ce que tu es en train de dire là? Je le vis là en te parlant. Tu comprends? Alors, je suis obligé, de par mon nouveau contrat, je l'appelle comme ça me fait rire, je suis obligé de parler sans réfléchir. C'est pas facile, c'est que en même temps j'ai un œil sur l'évolution de la capsule qu'on fait, mais il est très petit, c'est-à-dire je suis obligé de me concentrer uniquement sur ce qui descend.
Et si je me mets à radoter, ben, j'ai un intervieweur qui va peut-être me dire, ben là, il y a peut-être un petit problème, là. Aimerais-tu aller te dessouler un peu? Non, il ne faut pas que je pense à des choses comme ça. Et tu commences, surtout en période de pratique, qui peut être assez longue, c'est mon cas, c'est le tien aussi. Et il faut y aller comme on va à l'eau après avoir suivi quelques cours de natation ou même pas. À certains moments, tu entres dans l'eau et tu remarques que tu as des dispositions pour ça. Ou quand j'ai fait mon premier vol en solo en avion, ben, il faut que tu le fasses. L'instructeur n'est plus là, là. Tu prends l'avion, il faut que tu partes avec. Il faut se lancer. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène sur un point que je ne voulais pas aller pantoute, mais que finalement, je vais y aller. Tu parles d'instructeur. Est-ce qu'il y a un certain danger? On écoute un instructeur, puis il y a des choses en nous qui ont été activées par sa parole qui nous ont toujours été évidentes. Puis par après, quand nous, on vient utiliser notre parole, on peut utiliser ces choses-là qui ont résonné en nous. Oui. Est-ce qu'on peut parler dans une parole créative de plagiat ou si c'est un concept qu'il faut dépasser pour oser utiliser certaines fondations dans notre parole? Intéressant. Il faut que la parole que l'on profère, que l'on lance, elle vibre à son tour, quelle que soit la terminologie. Et la même vibration peut être émise éventuellement par toi, par moi ou quelqu'un d'autre, avec la même terminologie que celle que Bernard de Montréal employait, mais elle doit vibrer. Sinon, il y a un autre terme qui va se créer à la place de ce que Bernard a dit. À la place, mais avec le même sens, nous on dirait le même sens, avec exactement la même vibration ou une vibration légèrement modifiée qui va s'adresser spécifiquement à la personne à qui l'on parle. Ça, c'est important dans la parole vibratoire. La personne ou l'auditoire, là, tout dépend. Et ce que l'auditoire a besoin d'entendre, c'est ce que Bernard faisait. Et moi, je parle en particulier, en général, je parle à une seule personne et je me rends compte que quand je laisse aller les choses, la personne me dit « Oui, c'est vrai, j'avais justement pensé à ça ce matin, j'ai rêvé à ça, des choses. » Moi, je ne sais pas que la personne a rêvé à ça. Et c'est un mot qui vient de la toucher, que je n'aurais pas utilisé avec personne d'autre. Et il est passé, puis c'est celui-là qu'il fallait qu'il passe. Donc, il y a quelque chose, il y a une source d'inspiration qu'on l'appelle mon double ou autre chose, qui passe à travers moi, puis qui est en contact avec la personne vers qui je dirige ma parole. Il y a comme les deux paramètres, là. Mm-hmm. Ça doit vibrer, trois paramètres. Enfin, les paramètres, on pourra faire une carte, là, une carte de la parole. Et il faut que ça vibre. Tu dis ça parce que, tu sais, tantôt, on a été dans la direction peut-être plus des pièges de est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis en train... Là, ce serait une parole qu'on pourrait appeler, j'aime pas le mot astral, mais une parole qui est plutôt mémorielle ou une parole qui cherche à se comprendre à partir de certaines références. Mais exactement. Quand cette parole du double-là qui descend, on pourrait dire que cette parole-là, c'est un peu cette parole qui... On dit des choses qu'on n'est pas sûr d'avoir dit, puis on se rend même que parfois, elle peut nous rendre dire ces choses-là peut nous rendre encore plus inconfortables que l'autre doute. Oui. Mais c'est dans cette parole-là une fois qu'elle va être descendue, on va se dire, ben c'est ça. Puis c'est ça-là, c'est ça qui a tout le temps plané sur le bout de l'évidence à l'intérieur de nous, puis qu'on n'a pas pu formuler avant ce moment-là parce qu'on y pense, on n'est pas sûr, mais dès qu'on le parle. Bon, mais c'est exact. C'est exact ce que tu dis. Ça revient à ce que j'ai dit, c'est que pour parler vibratoirement ou supramentalement, il faut dépasser la peur, la retenue. Chaque personne qui a, bon, même celles qui sont assez élevées en spiritualité, a une retenue de sa parole quelque part au sens vibratoire du terme. Il y a des gens, par exemple, là, je prends la spiritualité parce que j'ai fait un bon séjour dans ça, et on peut devenir très éloquent, on va dire le mot prédicateur. On peut très bien maîtriser les notions spirituelles, qui sont des notions astrales, et que quand on maîtrise très bien ça, on fait vibrer l'âme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est, je vais dire, appelé ou propulsé dans le supramental, l'âme ne doit plus vibrer. Donc, tout ce qu'on a connu comme capacité de parole,
qui ferait vibrer l'âme, la vibration de ça doit changer. Et on ne le sait qu'en le faisant. Ce n'est plus du tout la même chose. C'est que tout ce qui amenait, je vais dire l'amour, d'accord? L'amour au sens spirituel du terme. J'ai beaucoup de réactions, quelquefois proches d'être agressives de la part des gens, surtout des femmes, avec j'allais dire le domptage de l'amour spirituel excessif, c'est-à-dire de faire moins vibrer le niveau du cœur. Je dis moins, parce qu'on peut avoir besoin de le faire vibrer, et de faire vibrer davantage l'esprit. Hey, c'est quoi ça? L'esprit, c'est quoi? Est-ce que je vais me mettre à rationaliser, à analyser? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, l'esprit, tu le découvres en le laissant passer. Le vrai esprit, pas l'esprit intellectuel. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ben, je voulais dire que c'est deux mondes différents. Le monde de la parole, ben, il y en a trois. Le monde de la parole psychologique, même de la parole hautement spirituelle, puis celle de la parole de l'esprit. Comment définir la parole de l'esprit? Moi, ce que je fais avec les gens, c'est comme du nettoyage des mauvaises habitudes. Avec les chocs requis, c'est-à-dire souvent les gens les ont eu, leurs chocs dans la vie, mais on nettoie tout ce qui obstrue le passage de l'esprit. On ne cherche pas l'esprit. On fait qu'à un moment donné, les conditions sont réunies, puis il descend. Boum. Vous êtes en train d'écrire, puis vous ne saviez pas que vous pouviez écrire 2 phrases de suite inspirées, puis tout à coup, vous les écrivez. Ouh! Ah! Ou bien vous parlez à quelqu'un, vous parlez à un enfant. Quelle que soit la condition que vous n'avez pas prévue, la parole descend. Ceux qui ont une formation spirituelle se rappellent d'une fête qu'on fait aujourd'hui, mais qui était supposément un événement où l'esprit, chez les apôtres du Nazaréen, comme dirait Bernard, ou du Christ, il est arrivé un événement qu'aujourd'hui on appelle la Pentecôte. Et c'est là que l'esprit, c'est imagé, est descendu par ce qu'on appelle le chakra de la tête, chez les apôtres, au moyen de langues de feu, des langues de feu. Une langue, ça parle-tu, ça? Puis du feu. Donc, si on dit le feu de la parole est descendu chez ces êtres-là, parce qu'il y avait un catalyseur qui était l'initié. Hein? Bon, mais ce n'est pas les apôtres qui ont dit à leur instructeur, veux-tu nous faire descendre des langues de feu? Non, en tout cas, je n'étais pas là. Mais c'est qu'à un moment donné, les conditions étaient réunies par le rayonnement de l'instructeur pour que les cerveaux soient tunés, pour que l'esprit de chacun descende à bonne place. C'est comme ça que j'explique la Pentecôte, que le Vatican me poursuive pour sacrilège. Voilà, c'est le cas. Donc, présentement, on parle encore de parole, mais on parle, justement, je voulais parler quand j'ai amené cette parole claire-là, cette parole qu'on pourrait appeler du double ou du triple ou du cathéter, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça a l'air que ça nettoie ces affaires-là. Le cathéter, je ne sais pas là, si ça nettoie, mais enfin, j'ai compris que oui. Le double, le triple, le quadruple ou le quintuple. Bon, voilà, vas-y. Bon, ben, cette parole-là, justement, peut, dans certains cas, engendrer une certaine émotivité. Comment peut-on permettre à la parole émotive de devenir plus claire? En étant moins émotif. Donc, je vais faire une blague là. C'est-à-dire, il ne faut pas s'enfler la tête avec une parole. Si vous réalisez, par exemple, si vous réalisez que vous êtes un nerd en classe et que vous commencez à vous enorgueillir de ça, premièrement, tout le monde va vous détester. Si vous êtes à l'époque, si vous avez 15 ans, c'est important d'avoir une acceptabilité sociale, un peu, du moins pour le confort psychologique. Et c'est surtout que vous allez vous biaiser, qu'éventuellement vous allez vous scléroser dans les facultés dont vous vous êtes enorgueilli et vous allez perdre tout le développement, l'expansion possible de ces facultés-là. Vous allez vous emprisonner dans ce que vous faites très bien et qui éventuellement sera plus de mise pour vous parce que vous auriez dû faire d'autres choses. Ça se comprend-tu? Ouais. Vous vous mettez en prison par l'orgueil. Donc, ce que tu appelles émotif, tu as le droit quand tu commences à parler ou écrire, ce que tu fais présentement, quand tu commences à parler, tu as le droit d'éprouver une certaine joie. Je l'appelle la joie de l'esprit. Parce que tu es bien avec ça. Tu es en train de créer, tu es bien.
c'est pas la même chose que s'enorgueillir de. C'est une joie, je veux dire, noble, pure, une joie sans exagération, sans décentrement ou On peut dire une décentrage. joie instantanée. Oui, oui, oui. Elle ne dure pas, on ne la prolonge pas, elle dure ce qu'elle a duré, c'est quelques secondes, mais ça peut laisser en permanence un état de bien-être. On va l'appeler comme ça, un état de bien-être qui est là, en permanence ou presque. Parce que vous êtes ajusté, tu es ajusté à ce que tu dois faire, tu es ajusté au plus noble de toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot noble. Bon, Il m'est arrivé très récemment, suite au livre que je suis en train d'écrire, en ressortant de mon livre, je suis revenu dans matière un peu dans les échanges avec les gens. Puis quand je suis arrivé devant une personne en particulier, ben pas en particulier, mais devant une personne, j'ai ressenti que ma perception de tout ce qui m'entourait était totalement différente puis était beaucoup plus neutre que ce qu'elle est habituellement. Est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est un des fruits de la parole ou c'était peut-être un état de conscience astralisé par la parole? bon, comme tu me l'as décrit, c'est un effet de la parole. La parole fait monter le taux vibratoire. Et quand tu montes le taux vibratoire, tu deviens moins dans ta partie émotive, qui est le ventre, le cœur, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'âme. C'est pas que c'est pas bon, mais quand tu t'es habitué à monter plus haut, ce que la parole fait, ben, ou quand tu lis quelque chose qui a été écrit par une personne qui avait une vibration au moment de l'écrire, il en reste suffisamment pour que ta vibration change pendant que tu lis, puis un peu après. Donc, dès que tu montes, tu sors de la densité émotive, de la densité émotionnelle. Okay. Et tu vois mieux, tu vois plus clair automatiquement. OK. Alors, je n'ai pas tendance à faire des capsules trop longues. J'ai mieux revenir plus tard. Alors, si tu veux, on pourrait, à moins que tu aies un commentaire ou un résumé à faire, on pourrait mettre fin à la chose. Donc, ce que j'ai compris en résumé de ce que vous avez dit, monsieur, Monsieur, merci de m'appeler monsieur, ça m'étonne. c'est que la parole, qu'elle soit envoyée d'une façon ou d'une autre, l'important, c'est de se lancer à l'eau et d'oser parler ce qu'on a à l'intérieur pour être capable de l'extra-conscientiser puis de se voir aller un peu plus dans le fond. Oui, c'est ça. Je veux dire, oser, c'est peut-être un mot qui pourrait résumer. Enfin, comment contourner le piège, ce piège-là de la parole qui est le silence exagéré, c'est oser, comme pour d'autres choses. OK, ben merci Pierre-Luc pour cet entretien. Ce fut fort intéressant et à la prochaine. Merci à toi de m'avoir interviewé.